Merci François Hugo de sa présentation et de ses remarques humoristiques sur mes façons de me déplacer. J'ai cru comprendre que je me déplaçais avec un cadre immobilier, ce qui est assez original effectivement. Mais bon, ceci dit, c'est très indulgent et très gentil, mais je ne suis pas forcément extrêmement à l'aise avec le thème d'aujourd'hui. Et ceci un peu par ma faute, parce que quand on prévoit comme ça un exposé à longue distance, voilà, il fallait parler peut-être un peu à cause de l'actualité, à cause de la façon dont les médias ont porté comme ça l'attention sur les suicides ces derniers mois, enfin surtout à l'automne dernier. C'était peut-être bien de parler un petit peu de ce problème avec vous. Mais comme l'axe général, c'est la confiance, on se dit, on va faire quelque chose sur confiance, suicide, etc. Alors c'est facile quand on est loin du moment de la rencontre, et puis quand on se rapproche, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est pas une manière du tout classique d'aborder le problème des suicides que d'essayer de traiter de la confiance et des rapports qui éventuellement existent entre... Alors, au moins la problématique de la confiance d'un côté, la problématique du suicide au travail de l'autre. Alors, je ne vais pas vous faire d'abord, ce ne sera pas un topo académique, je crois que ce n'est pas la règle du jeu, c'est plutôt d'envisager les choses dans une perspective, ou en tout cas comme ça avec une option de pouvoir aborder les questions de la pratique sur le terrain. Et donc la question cruciale de comment agir dans le contexte d'aujourd'hui, qui est donc frappé du sceau assez redoutable de ces suicides au travail qui sont maintenant reconnus par tout le monde. Alors, je ne vais donc pas vous faire non plus un topo général sur le suicide, parce que je crois que ce n'est pas l'objet véritablement qui vous intéresse, mais essayer plutôt d'insister sur les rapports qu'il y a entre les conditions qui font que ces suicides au travail sont apparus, et puis cette question de la confiance, qui est une question en fait horriblement difficile, que j'ai rencontrée il y a déjà une quinzaine ou vingtaine d'années, sur laquelle je n'ai en fait pas beaucoup avancé. C'est une question pas très simple à traiter, vous allez voir pourquoi, mais j'essaierai de vous le dire après. Donc, quand même, d'abord, dire quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler les spécificités du suicide au travail, au regard de ce qu'on connaît généralement en clinique et en psychopathologie. Parce qu'évidemment, du côté de la psychiatrie, on est quand même confronté quotidiennement à la question du suicide, et donc les psychiatres, les psychopathologistes ont une idée assez précise de ce que c'est que le suicide et la généalogie du suicide, ou avec un terme un peu plus raffiné, l'étiologie du suicide, c'est le chemin qui conduit jusqu'à cette issue fatale, depuis un état pathologique donné. Donc l'idée générale, si vous voulez, en psychopathologie, c'est que le suicide a affaire avec la pathologie. Alors pour vous, c'est peut-être pas évident, mais enfin, pour des gens qui ont fait de la clinique, il n'y a pas de discussion possible, le suicide fait partie de la pathologie mentale. Alors, c'est une des manifestations possibles, ou une des issues possibles des conflits psychiques qui sont suffisamment graves pour conduire donc à ce qu'on appelle aussi en termes techniques une décompensation. Décompensation d'un équilibre, ou décompensation d'un compromis qui jusque-là avait permis au sujet de tenir, de s'adapter aux différentes contraintes auxquelles il s'oppose, qui sont à la fois les contraintes évidemment de l'extérieur, qui viennent de l'environnement, mais aussi beaucoup les contraintes internes, qui sont en fait pour les psychiatres et les psychanalystes plus significatives. C'est l'issue fatale, c'est souvent le résultat de conflits internes, de conflits entre soi et soi-même que le patient n'arrive pas à résoudre. Et à un moment donné, ça se termine mal. Plus que le résultat d'un événement extérieur. Or là, dans le cas des suicides au travail, on est vraiment dans une situation très particulière qui a obligé quand même à revoir les choses.
Je pense que c'est un chantier qui est ouvert, qui n'est pas du tout achevé, mais mon point de vue, c'est qu'on est obligé de revenir quand même sur les bases de psychopathologie classique et de les remettre en cause, parce que c'est une configuration qu'on ne connaissait pas. Et à mon avis, elle exige en quelque sorte soit de rajouter des cases, classification, nosographie, etc., soit carrément de remanier l'ensemble des conceptions qu'on se fait du suicide. Certains suicides sur les lieux de travail sont précédés de troubles psychopathologiques. Donc on est dans une configuration à peu près assez banale, de troubles psychopathologiques en général assez sérieux, assez visibles, assez spectaculaires, avec souvent des formes qui sont apparentées à la mélancolie étant un tableau psychopathologique particulièrement grave, de dépression très particulier, que je ne vais pas vous asséner comme ça, mais qui effectivement est un pourvoyeur redoutable de suicide. En psychiatrie, c'est quand même la cause principale des suicides, c'est la mélancolie. On peut se suicider pour de tas d'autres raisons que la mélancolie. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent conduire à ça, mais quand même la mélancolie, c'est une des sources les plus redoutables. En tout cas, dès qu'on fait des diagnostic de mélancolie, la question du suicide est posée et tout le monde se méfie du risque suicidaire. Alors, il y a donc des tableaux qui sont quand même très mélancoliformes chez des gens qui vont se suicider sur le lieu de travail, mais avec la particularité que ce tableau mélancolique semble être en rapport avec la dégradation de la situation de travail. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, pour vous ça peut paraître, qui êtes plutôt des connaisseurs du monde du travail, ça peut paraître une situation tout à fait envisageable, mais pour les psychiatres et les psychopathologistes, pour les psychanalystes aussi, la mélancolie est peu sensible à ce qui se passe autour, peu sensible à ce qui se passe dans l'environnement. Sa caractéristique, c'est de survenir, cette crise mélancolique, sans éléments contextuels particuliers ou identifiables. Mais là, on a vraiment des tableaux mélancoliques qui posent des problèmes parce qu'ils semblent quand même être liés à la situation de travail. Alors, ça a l'air de rien, ça suppose des discussions sur la psychopathologie qui sont inouïes, totalement. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans, mais simplement vous signaler que le cas des suicides au travail soulève la question de savoir si le travail peut venir jusqu'à pousser des gens dans la mélancolie, alors que pour tous les psychiatres, la mélancolie c'est un fait de structure, de personnalité ou d'héritage génétique, mais vraiment pas du tout d'éléments extérieurs qui soient vraiment responsables en quoi que ce soit. L'étude de ces tableaux cliniques amène évidemment à repérer des symptômes qui non seulement se jouent sur le théâtre du travail, mais aussi ont des incidences sur l'espace privé, disons sur tout ce qui est hors travail. De telle sorte que souvent on trouve à la fois une situation de travail très dégradée, un patient ou une patiente ou un sujet ou une femme, un salarié ou une salariée qui est dans une situation psychopathologique tragique, et puis une situation familiale très gravement, elle aussi, dégradée, avec des conflits, des ruptures, des histoires à n'en plus finir. Alors pour pouvoir imputer à ce moment l'étiologie du suicide au travail, il faut alors être en mesure pour le clinicien de démontrer que les troubles dans l'espace privé sont une conséquence de la dégradation psychique du salarié sous l'effet de la détérioration de la situation de travail. Et c'est possible parce que, en fait, il n'y a pas d'indépendance entre travail et hors travail, et que cette distinction, qui est une distinction spatiale, et mais là, à mon avis, de façon beaucoup plus discutable, déjà la distinction spatiale devient plus floue là, par les temps qui courent avec les nouvelles techniques de production. Mais enfin, on peut dire que peut-être, en tout cas du point de vue de la séparation ou de la répartition entre travail et travail du point de vue temporel, là il y aurait peut-être, soi-disant, quelque chose de spécifique. Mais pour nous, en psychopathologie, en psychologie et
en sociologie d'ailleurs, je pense qu'on est exactement sur la même position, en tout cas pour un certain nombre de sociologues, il n'y a pas d'indépendance entre travail et hors-travail. Alors je ne vais pas développer ce point, parce que même si c'est un point théorique capital, mais j'en dirai quelques mots au passage, si vous voulez, à propos de la suite du topo. Ce qui est plus bouleversant dans cette clinique, c'est que, et là vraiment c'est un changement encore plus radical, c'est qu'il y a des suicides qui surviennent chez des gens dont la vie privée présente tous les signes de la stabilité et qui n'ont jusque-là eu aucun antécédent psychiatrique et dont on pourrait dire que non seulement il semblait, et c'est pas idiot de le dire comme ça, il faut détailler, donner quelques précisions quand on veut employer ce terme, enfin ce sont des gens normaux. Et même des gens qui sont particulièrement normaux vu du point de vue du travail, c'est souvent des gens, on en voit souvent, qui vont très bien dans l'espace de travail, et qui sont même particulièrement appréciés dans leur rapport au travail, qui sont particulièrement, comme on dirait dans le monde contemporain, performants, extrêmement efficaces dans leur boulot. Certains sont même très appréciés, pas seulement par la hiérarchie pour leur efficacité, mais aussi par les collègues pour leur présence, leur manière de participer, etc. Et donc tout va bien chez ces gens jusqu'au moment du passage à l'acte. Comme si, paf, tout à coup, c'est un suicide. Et qui vient interrompre une vie qui se présentait à tout point de vue comme une vie, même à certains égards, exemplaire. Alors j'en ai plusieurs cas comme ça. Ce qui est complètement stupéfiant, à ce point que même avec les psychopathologues classiques et les psychiatres, c'est difficile, parce qu'ils ne le croient pas. Donc ils ont évidemment quelques outils, je ne sais pas si c'est des fourchettes ou des fers, mais enfin ils ont des instruments pour contester ça. C'est une pseudo-normalité, c'est qu'on n'a pas été un assez bon clinicien, qu'on n'a pas vu les choses avant. Je conteste, et je maintiens ma position, il y a des gens qui sont vraiment très bien, à tout point de vue, et j'ai vu donc des cas dont j'ai pu faire l'enquête a posteriori auprès de tout l'entourage, y compris la famille, les plus proches, etc. En clinicien normal, avec une certaine expérience, je vous assure que c'était absolument pas prévisible. Il n'y avait rien qui annonçait la possibilité d'un suicide. Alors, bon, je ne vais pas donner les réponses à cette énigme, même si je vais donner quelques aperçus de ça, mais je ne vous donnerai pas l'ensemble parce que c'est très long. La question qui se pose d'abord, c'est comment c'est possible que des gens qui vont si bien, qui donnent l'apparence d'une très bonne adaptation et d'une réussite dans leur vie professionnelle, de leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse, dans leur vie familiale, comment se fait-il que des gens comme ça en viennent à se suicider d'une façon aussi surprenante que personne ne s'y attendait? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut faire un détour assez long et donc attaquer la question du rapport entre la qualité du travail et l'engagement de la subjectivité. Alors, je vais faire un peu vite parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez quand même mieux ce secteur-là qui est celui des sciences du travail, et puis que donc ça risque de vous ennuyer si je rentre dans le détail. Donc je vais faire vite. Ce qui pour nous, en tout cas en clinique, est l'élément déterminant de l'analyse, l'élément, le chaînon, disons, intermédiaire le plus critique de l'analyse, c'est dans le travail ce qui se caractérise par le décalage entre la tâche et l'activité. Donc tâche et activité, c'est un concept venu de l'ergonomie. La tâche, c'est ce qu'il s'agit de faire, c'est l'objectif à atteindre. L'activité, c'est ce que font effectivement les gens qui travaillent, c'est-à-dire autre chose que la tâche, autre chose que ce qui a été prescrit. La tâche, c'est pas seulement les objectifs à atteindre, c'est aussi souvent un chemin pour atteindre ce résultat qu'on appelle le mode opératoire qui est prescrit. Eh bien, on peut montrer, donc on sait depuis une cinquantaine d'années, que les gens ne font jamais ce qui a été prescrit. Donc, ce décalage entre tâche et activité, il vient d'un certain nombre d'éléments qui sont concrètement présents dans le travail, et en particulier, donc, on pourrait dire deux choses de façon triviale, on pourrait dire c'est parce que le travail
est grevé d'incidents, de pannes, de dysfonctionnements, etc., qui viennent interrompre le cours prescrit, cours idéal prescrit par l'organisateur du travail. Mais disons que si on veut être un peu plus raffiné, on parlera du réel du travail. Le réel du travail, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise. Je vais vite, en besogne. Alors bien entendu, cette définition ne tient que si on parle de salariés qui ont un métier et qui sont des bons techniciens, qui sont des bons connaisseurs, des gens habiles. Le réel, c'est ce que rencontre tout travailleur habile sous la forme de quelque chose qui résiste à sa technique, à son savoir-faire, à ses connaissances, à son expérience. Ça ne marche pas. Voilà. Donc je ne détaille pas parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez ça. Mais du coup, c'est à cause du réel et de l'obstacle qui l'oppose à la maîtrise qu'il faut évidemment déployer de la part de celui qui travaille voilà, des trucs, des ficelles, des bidouillages. Alors là, il y a toute une série de mots, d'astuces, voilà. C'est plus des mots connotés péjorativement et qui pourtant mériteraient d'être anoblis parce qu'ils désignent bien un exercice de l'intelligence qui évidemment passe volontiers inaperçu ou est grevé de jugements péjoratifs, mais qui en fait est ce qui nous intéresse le plus quand on est clinicien. Donc pour nous, le travail, c'est précisément ce qu'il faut déployer comme intelligence pour pouvoir faire face au réel, c'est-à-dire à ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas prévu. Et c'est en partant de l'analyse de l'intelligence qu'il faut mobiliser là, qui non, n'est pas une intelligence classique, qui n'est pas une intelligence telle qu'elle est décrite par les théories classiques, ni en psychologie, ni ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a quand même différentes entrées pour étudier l'intelligence, y compris sociologique, linguistique, tout sais-je. Si on les prend du point de vue clinique, l'intelligence en question est une intelligence non classique, puisqu'il s'agit de faire face à quelque chose dont le sujet ne connaît pas la solution. Et quelquefois, d'ailleurs, personne ne connaît la solution. Parce qu'il se produit des incidents. Alors, c'est assez fréquent dans les technologies, y compris les plus sophistiquées, les plus modernes, les mieux armées, on pourrait dire scientifiquement, comme, je ne sais pas quoi, les productions nucléaires, ou là en ce moment on a les productions du pétrole. Il y a constamment des choses qui se passent, vous le savez sûrement, des choses qui se passent dont on ne comprend pas d'où ça vient, et quelquefois on n'arrive même pas à identifier ce qui s'est passé. L'incident a passé, et ça a échappé. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des situations dans lesquelles on se trouve devant des situations inédites. Voilà. Alors, de quel type d'intelligence il faut faire preuve dans ces cas-là? C'est évidemment là que commence la clinique. Il faut la décrire. Cette intelligence, alors là non plus, je n'ai pas le temps d'entrer vraiment dans le détail, mais je vais vous en donner simplement quelques aperçus pour que vous voyez pourquoi je le vise et pourquoi c'est tellement important du point de vue clinique et du point de vue psychopathologique. C'est parce que ce n'est possible, en somme, de trouver, d'inventer la solution pour pouvoir surmonter le réel, que si, on est capable de rencontrer le réel, c'est-à-dire d'être vraiment habile et d'échouer. Donc ce qu'il faut travailler, c'est échouer. Pour nous en clinique, ça commence par l'échec. Et ensuite, il faut être capable d'endurer l'échec. C'est le deuxième temps important, c'est d'être capable de supporter cet échec le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Quelquefois, c'est long. Dans les activités de service, ça peut être très long. Voilà, je peux vous donner des exemples, mais il y en a plein, c'est très facile. Vous avez des situations qui résistent pendant des jours, des semaines, et il faut se battre avec ça pour arriver à résoudre le problème. Il faut donc échouer, il faut ensuite endurer, et puis en réalité, il faut une troisième qualité, c'est la capacité de se familiariser avec ce réel. Et ça, c'est assez compliqué. Il faut se faire habiter par le réel. Il faut y penser tout le temps. Il faut accepter d'être envahi par cet échec qui ne lâche pas. Donc l'endurance, elle est une endurance pas seulement passive, elle est aussi le fait qu'on continue de façon opiniâtre et obstinée à vouloir trouver la solution. Donc il y a un problème de mobilisation de la volonté ou d'autre chose, du désir, en vue de surmonter ça.
Et c'est au prix de cette familiarisation, c'est par cet effort constant, cette réflexion constante, se faire habiter par le réel, jusque, donc je vais évidemment directement au résultat, jusqu'à ne pas pouvoir endormir la nuit, avoir des insomnies, commencer à devenir irritable, emmerder tout le monde chez soi, faire baver pas seulement le conjoint, mais aussi les enfants. C'est-à-dire que tout le monde est finalement plus ou moins contaminé par ça et invité d'une certaine manière à coopérer. Donc je pourrais vous montrer aussi que cette intelligence implique en réalité les autres dans beaucoup de situations de travail. Et si les autres ne veulent pas coopérer, ça ne marche pas. Ce qui veut dire un effet d'alignement et de mise en compatibilité de la structure familiale ou de l'économie domestique ou de l'économie privée avec les contraintes de travail, ce qui se voit très clairement dans les activités de service, dans les activités de cadre supérieur, ça on voit bien, mais évidemment c'est tout autant la même chose quand il s'agit de piloter un avion de chasse ou quand il s'agit de piloter une centrale nucléaire, mais qui ne dorment pas la nuit, hein, et pendant plusieurs mois avant de se familiariser avec ce truc, qui est quand même une drôle de bébête. Bon. Et finalement, on en rêve aussi. Voilà. Alors, si je dis on en rêve, c'est pas seulement parce que la vie onirique est contaminée ou serait contaminée par le travail, c'est parce qu'il s'y passe aussi quelque chose dans le rêve, qui est une manière de traiter un certain nombre de questions qui viennent du travail. J'ai pas le temps de vous faire le topo, qui est très long, très difficile, de comprendre comment le travail du rêve est en réalité un temps majeur par lequel il s'agit cette fois-ci non plus de trouver la solution pratique au réel, mais c'est un temps de transformation de soi. C'est un travail de soi sur soi qui est engendré par la résistance du réel et qui suppose, pour pouvoir le surmonter, de remanier son fonctionnement psychique et l'organisation entière de sa personnalité. C'est à ce prix que, par une vraie transformation de soi, un remaniement de soi, qu'un beau jour on se réveille et tout à coup on a une idée sur un chemin à emprunter qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait tout ce travail. Alors, c'est pour vous montrer que l'intelligence, elle repose dans beaucoup de tâches, ce qui est largement méconnu, même si empiriquement, un certain nombre d'entre vous êtes tout à fait au courant de ça, parce que vous en avez bavé aussi d'apprendre votre métier. On peut parler avec n'importe quel chercheur qui fait sa thèse, il peut vous rappeler, pourtant tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Il n'y a pas de thèse, et il n'y a pas de formation à être ingénieur de sécurité dans une centrale nucléaire sans avoir des insomnies pendant des semaines ou des mois. Hein. Enfin, il faut vraiment y penser. Celui qui dort trop bien, pas sûr, il sera très fiable. Bon. Voilà. Bravo, manager. C'est pour ça que le temps de travail, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Et l'espace est complètement volatilisé dès qu'on commence à prendre en considération la subjectivité et donc une analyse clinique de l'intelligence. Alors maintenant, si vous comprenez, si vous admettez, c'est pour ça que ça c'est ce qu'on appelle, et c'est comme ça qu'on trouve les solutions, les ficelles, les nouveaux bidouillages qui vont donner l'habileté. Donc pour devenir habile, il faut s'engager complètement. Et c'est très coûteux, psychiquement. Et donc, il y a évidemment à se poser des questions, pourquoi les gens acceptent de s'engager dans un processus aussi compliqué et d'une certaine manière aussi risqué. Et donc la question est posée de ce qu'on appelle en termes plus techniques l'investissement. Alors ce n'est pas un investissement pour les économistes et les gestionnaires, c'est un investissement psychique, mais enfin Freud utilise la métaphore aussi du capitaliste. Hein. L'investissement, c'est-à-dire comment on s'engage, comment on s'implique dans la tâche. Et là aussi je vais faire très court, hein. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant c'est un peu lancé comme ça à la va-vite. C'est en somme la question du talent de certaines personnes, de certains salariés, de certains travailleurs, pour s'investir d'abord et pour trouver. Se trouve en fait désignée là une des grandes questions de la psychanalyse qui est celle de la sublimation. Alors pour Freud, la sublimation c'est vraiment exceptionnel, hein. Ça ne concerne que les gros semaines, les grands hommes, hein, c'est-à-dire les artistes, les peintres, les créateurs et les chercheurs scientifiques. Mais pour nous, en clinique, il faut accepter de baisser la barre et on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de travail de qualité sans sublimation. Alors, ce n'est pas la sublimation extraordinaire, c'est la sublimation ordinaire, mais c'est déjà pas mal. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il
faut quand même une certaine opiniâtreté, un certain engagement. Et ce qu'on peut montrer quand on fait cette analyse, c'est que ce qui mobilise les gens dans le travail comme ça, avec cette hargne, cette rage à réussir, ça prend sa racine dans les trucs de l'enfance, dans la névrose infantile et dans les énigmes laissées par l'enfance. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que c'est en général dans ce qu'il y a de plus fragile dans chacun d'entre nous que réside le pouvoir de se mobiliser dans le travail avec l'espoir que grâce au travail, je résolve, je dépasse, je surmonte un certain nombre de difficultés qui m'ont été léguées par les histoires plus ou moins ratées par nos parents, en gros. Pas familiarisé avec ça, mais pour les psychanalystes, les parents en général ratent un peu leurs enfants, enfin plus souvent qu'ils le prennent, et donc les laissent avec un certain nombre de difficultés, et ce sont ces difficultés-là, et les pires, au fond, qui sont le point de départ de cette volonté de réussir dans le travail, parce que le travail constitue une sorte de deuxième chance pour résoudre des problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre à cause de nos parents qui nous en ont empêchés. Alors, ça fait un peu psychanalyse de bazar, mais c'est très sérieux ce que je dis. Non, mais... Et ça s'argumente de façon plus élégante évidemment que ce que je viens de faire, mais je suis obligé d'aller vite. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de ça? Simplement parce que c'est en réalité là où gît la vulnérabilité, le noyau de vulnérabilité de chacun, que se trouve niché le génie de l'intelligence. Ce génie qui va permettre à la fois l'investissement passionné du travail et la réussite, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir remanier de soi-même pour réussir à trouver la solution et devenir donc un travailleur habile, un bon médecin, un bon chercheur, c'est pas donné, un bon banquier. Non, ça fait moins chic de dire ça. Ici, c'est plutôt bien vu, mais un bon banquier, vachement dur. Parce que j'en connais, pour ceux que j'ai vus sur mon divan. Évidemment. Voilà. De sorte que, derrière l'investissement passionné et ce qui est le mieux reconnu comme talent d'un travailleur, en fait, il y a derrière ça ce qui est sa fragilité. Donc le jour où il se casse la gueule, c'est-à-dire en gros il décompense et il va mal, se révèle la faille, cette fragilité qui était là au début, et donc on dit, bah, s'il se suicide ou s'il fait une décompensation psychologique, c'est parce qu'il avait des fragilités avant. Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que précisément, ce sont ces fragilités qu'on a exploitées jusque-là, parce que c'est de là bien le meilleur de chacun d'entre nous. Et souvent, cette fragilité, elle était là, non seulement elle a produit le meilleur, mais pendant des années, ces gens, avant de craquer, ils ont très bien fonctionné. Donc, imputer ça à la faille et à l'histoire infantile, c'est un bon argument dans une plaidoirie, mais du point de vue psychopathologique, c'est pas si simple que ça. Vous voyez la difficulté. Bon. Si on n'impute pas trop facilement comme ça la faille, la faille au passé, et qu'on ne donne pas cette dimension péjorative d'être la source seule de la décompensation, alors il faut savoir que le plaisir qui est tiré de ce rapport au travail, parce que bien entendu les gens se passionnent pour leur boulot, parce qu'en échange ils en attendent quelque chose. En échange de cette contribution qu'ils apportent, ils attendent une rétribution. Cette rétribution, elle passe par deux principaux canaux. Le premier, c'est le succès, c'est la capacité de résoudre un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. C'est celui qui nous renvoie bien à cette histoire de notre enfance. Par exemple, le chercheur qui trouve une réponse à un problème, l'artiste qui réussit à sortir la forme dans laquelle se traduit l'énigme qui vient de son passé. Une première traduction qui ne suffira jamais, qui va détraduire, et donc il va recommencer une deuxième toile, une troisième toile, il n'en sortira jamais, d'ailleurs, comme nous, donc on a un malade, ensuite il y en a un deuxième, un troisième, quand on est médecin, et quand vous êtes chercheur, à peine vous avez fini, que clac, ça repart, et il faut retraduire de nouveau. C'est toujours la même énigme, mais elle se déplace. Et évidemment, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple répétition, il y a aussi une transformation. Donc c'est un succès dans le rapport de soi à soi. C'est de là que se tire principalement la satisfaction. Mais il y a une deuxième satisfaction pour un certain nombre d'entre nous, un certain plaisir qui vient, cette fois-ci, de la reconnaissance par des autres. Voilà.
reconnaissance par les autres de la contribution que nous apportons à l'organisation du travail. Bon, tout ça c'est très gentil. Cette fameuse vulnérabilité qu'on va retrouver derrière le génie de chacun des travailleurs les plus talentueux que nous connaissons, ça existe depuis toujours. Autrefois, il n'y avait pas de suicide sur le lieu de travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant on voit arriver ce truc plus que dans l'espace public? Pourquoi y a-t-il plus de pathologies aujourd'hui et pourquoi y a-t-il des suicides jusque sur les lieux de travail? Eh bien, c'est parce que le travail ne peut pas se décrire uniquement dans une approche solipsiste, dans une approche purement concentrée, si vous voulez, sur le rapport individuel d'un sujet avec le réel, que ce réel soit celui de la matière, des outils ou des objets techniques. Et éventuellement, d'ailleurs, il y a d'autres, il y a une matière qu'il faut commenter, mais je vais laisser pour l'instant de côté et simplifier. Ce n'est pas seulement un rapport individuel avec une tâche, c'est-à-dire avec un réel. Le travail implique toujours des relations. Voilà. On travaille toujours pour l'autre ou pour les autres. Et donc, si ces suicides sont apparus aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont plus vulnérables qu'autrefois, parce qu'ils auraient plus de failles névrotiques, plus d'enfance martyrisée que par le passé. C'est indémontrable, c'est probablement faux. C'est parce que quelque chose a changé ailleurs que dans l'économie individuelle, et c'est donc dans l'économie des relations qui se construisent à l'occasion du travail et pour le travail. Alors, on sait, par un certain nombre de recherches qui ont été menées dans les 30 dernières années, qu'il existe un conflit spécifique entre les conditions de travail, d'un côté, c'est la condition physique, chimique et biologique de travail, d'un côté, et la santé du corps de l'autre. Et on sait par ailleurs qu'il y a un conflit spécifique entre organisation du travail et santé mentale. Donc si quelque chose a bougé dans le travail qui pourrait expliquer l'apparition de ces suicides et l'aggravation des pathologies mentales, c'est que quelque chose a dû bouger dans l'organisation du travail. Alors on a mis pas mal de temps à identifier ce qui aurait été en cause, parce que ça ne correspond pas à la périodisation dans la description de l'organisation du travail telle qu'elle est faite par les économistes et même par les sociologues. Et donc, pour nous, en clinique, évidemment, on arrive à une description différente, évidemment, parce que c'est la clinique à partir de laquelle on va chercher ce qui a changé dans l'organisation du travail, qui est quand même une autre façon de voir. Et donc, on arrive à la conclusion suivante, c'est qu'il y a eu différentes méthodes qui ont été introduites dans l'organisation du travail, qui ont des effets délétères très spécifiques. Au premier rang desquels se trouve l'évaluation individualisée des performances. Donc je n'aurai pas le temps de vous en parler, donc je vais laisser de côté l'autre deuxième dimension qui a un effet absolument majeur aussi, c'est l'introduction de la qualité totale, des critères de certification sur la qualité totale. Donc je parlerai là, juste rapidement comme ça de ce qui est ressorti à l'évaluation individualisée des performances. L'évaluation individualisée des performances a donc créé et on pourrait dire organisé d'une manière beaucoup plus systématique que par le passé, la concurrence entre les services, entre les entreprises, mais aussi entre les gens eux-mêmes, entre les salariés, entre les travailleurs, y compris à l'intérieur d'une même équipe. Il y a un pouvoir d'individualisation qui est lié évidemment à cette conjugaison entre d'une part la croyance, excusez-moi, je mettrai des guillemets, pas le temps de vous démontrer qu'il s'agit d'une croyance, la croyance dans la possibilité d'évaluer quantitativement et objectivement le travail. C'est une croyance qui est évidemment très liée à la domination symbolique. On croit aujourd'hui que tout dans ce monde est évaluable. C'est très discutable, j'entends quantitativement et objectivement. Tout est mesurable, et ce qui n'est pas mesuré, c'est suspect d'être peut-être une vue de l'esprit, un petit délire, une croyance, que sais-je encore. Tout n'est pas mesurable. Et le travail en particulier ne l'est pas. Donc on croit, que le travail est mesurable, et deux, on a évidemment un rendez-vous, cette fois-ci qui n'est plus un rendez-vous social, sociologique, culturel, ou de domination symbolique, mais qui est bien matérialisé à travers les nouveaux objets techniques, en particulier les terminaux d'ordinateur.
Là, maintenant, on a un appareil extrêmement puissant, tout à fait nouveau, et qui va permettre de suivre le résultat du travail de chaque salarié. Le reste du travail, ce n'est pas le travail. La concurrence devient une concurrence rapidement dramatique, surtout si vous ajoutez à l'évaluation une menace, d'ailleurs même une prime suffit. Parce que j'ai vu par exemple, il suffit de mettre une prime avec l'évaluation pour que déjà ça tourne assez mal entre les gens, y compris dans une équipe. Là, on vient de le voir de façon presque expérimentale dans le monde judiciaire, où les magistrats ont accepté l'évaluation individualisée des performances, et c'est rapide, ça se dégrade très vite. Dans les tribunaux, les relations se dégradent à toute vitesse. Et l'enjeu, c'est des primes. Bon, à l'instant, mais évidemment, très vite, il y a des sanctions. Les sanctions, ça peut être des sanctions à la mutation, au refus de mutation, enfin, un tas de choses comme ça. Et si on ajoute un petit peu la menace sur l'emploi, ça devient très vite efficace, et donc c'est la guerre, dans la mesure où tout le monde fait la guerre avec des guillemets, c'est chacun pour soi, et à ce point que les résultats du collègue, surtout quand ils sont bons, deviennent une menace pour soi. Ça, c'est une nouvelle configuration. Il n'y a pas intérêt à ce que l'autre réussisse. C'est un changement important. Même dans le monde de la recherche, c'est arrivé maintenant massivement. Il n'y a pas intérêt à ce que l'autre réussisse. Parce que ça annonce des ennuis pour moi. Alors qu'autrefois, dans l'équipe de recherche, c'était certainement un travail collectif qui marchait beaucoup mieux, qui reposait sur l'entente. Là, c'est vraiment ruiné déjà dans beaucoup de laboratoires de recherche. Bon, en raison de ces nouvelles formes, et notamment l'évaluation dont vous entendez parler aussi à propos de la recherche. Le résultat, c'est que tout le monde se tire dans les pattes, c'est chacun pour soi, et assez vite, on arrive aux conduites déloyales. Tous les coups sont permis, la confiance disparaît, le mot est prononcé, la méfiance s'installe, et puis le chacun pour soi, il finit par enlever toute trace de respect de l'autre, la prévenance s'efface, l'entraide disparaît, et à la fin, il n'y a plus de solidarité. Donc ces nouvelles formes d'organisation du travail ont détruit progressivement la solidarité en laissant à la place un terrain dévasté par la solitude. Les gens sont seuls. Ils ne sont pas seulement seuls, ils sont seuls dans un climat hostile, potentiellement hostile. Donc ils se méfient, ils n'ont pas d'ailleurs tort de se méfier, il y a intérêt à se méfier, et plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous avez intérêt à vous méfier de vos petits collègues. Et donc les gens passent un temps assez important à se surveiller les uns les autres, et ils ont raison. Donc, la solitude en question demanderait évidemment une analyse en détail. Elle est au sens très fort du terme quelque chose comme la disparition de ce qui était le sol commun. Ce qui constitue le sol commun des relations entre les gens. Voilà. C'est pas seulement dans le rapport de travail, c'est vraiment et en particulier le sens commun. C'est-à-dire le sens partagé des choses. Il est actuellement détruit. En particulier, ça commence, et c'est là que c'est le plus sensible, par les attaques ou par la façon dont se détériore le sens commun de la justice. C'est un point majeur. On va maltraiter quelqu'un, en gros, pour le pousser à partir. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Bon, il y a plein de gens qui ne savent plus si c'est bien ou c'est mal. Peut-être qu'il faut en passer par là. De toute façon, il faut dégraisser. Vous voyez, en fait, c'est très grave. C'est fondamental. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus ce qui est juste et ce qui est injuste. Et cette solitude, elle est redoutable parce qu'il n'y a plus de sens commun non plus de la justice. Ce qui va se traduire lorsqu'il y a effectivement une attaque injuste contre quelqu'un, dans le cadre du travail, par une grande perplexité chez tout le monde. Alors, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, de vous le faire dans le langage à travers, bien entendu. Le harcèlement au travail n'a rien d'original, il n'est pas nouveau, et c'est pas là que vous trouverez l'explication des suicides au travail. Contrairement à ce que certains auteurs affirment. Le harcèlement n'a rien de nouveau, ça s'est toujours fait dans le monde du travail depuis l'Antiquité, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà comme ça il y a 30 ans sur la chaîne de montage avant qu'on ait introduit toutes ces méthodes, etc. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'être seul.
Et quand vous êtes harcelé, vous êtes pris dans le harcèlement, le problème c'est que vous êtes seul. Ça change tout. Autrefois, il y avait des marques de solidarité, des marques d'attention, des marques de prévenance des autres, sans qu'on monte forcément à un mouvement social et à la grève pour protester. Le simple fait de bénéficier le sens commun, c'est-à-dire d'un sens partagé, c'est bien le fait d'une injustice, d'être persécuté comme ça, et non pas parce que j'ai été mauvais, c'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce que c'est injuste. Alors, le harcèlement fait faire deux expériences, d'abord celle de la solitude, et ensuite, elle vous apprend, si vous ne le saviez pas encore, que personne ne bouge. C'est très important, parce que le harcèlement aujourd'hui, il est fait dans un contexte d'évaluation individuelle des performances, où tout le monde est divisé, les gens ne se parlent plus, et donc vous faites l'expérience, si vous ne le saviez pas, que les autres ne bougeront pas. D'abord, ils ont peur aussi. Ils se disent, tant que c'est pas moi, je ne bouge pas. Donc, le harcèlement, maintenant, a un impact beaucoup plus important que par le passé. Premièrement, il fait peur à tout le monde. Donc, vous en prenez un, vous le faites devant tout le monde, et tous les autres ont peur. C'est une méthode qui est devenue beaucoup plus performante qu'avant. Et le deuxième point, c'est que pour celui qui est pris comme cible du harcèlement, il va faire l'expérience extrêmement dure. À mon avis, c'est ça dont les gens craquent. C'est l'expérience de la trahison des autres. Les gens avec qui vous avez bossé jusque-là, personne ne bouge. Je peux vous en raconter des centaines d'histoires, j'ai pas le temps, mais c'est impressionnant. Parce que les gens, tant que ça leur est pas arrivé, ils n'y croient pas. Puis quand ils sont dedans, personne ne bouge. Voilà. Donc on fait l'expérience de la trahison des autres, à la place s'installe la peur, et fondamentalement, une nouvelle dimension dans le travail, c'est la lâcheté. Parce que les petits copains, ils sont lâches. Donc quand vous cassez la gueule parce que vous êtes persécuté par harcèlement, c'est pas le fait seulement du harceleur, c'est aussi le fait de la trahison par les autres. Donc on est, malgré tout, invité à être complice de ces choses-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ou alors il faut à ce moment-là prendre des positions de résistance et de lutte plus particulières. Alors pourquoi ceci est important dans la discussion sur la confiance? C'est parce que on en arrive là à des situations atroces où finalement on est amené à apporter son concours à des actes que moralement on réprouve dans le monde contemporain du travail, et beaucoup de gens, comme vous et moi, avons un sens moral, donc c'est assez pénible à vivre. On fait quand même l'expérience aussi de la lâcheté de l'intérieur, pas seulement celle des autres, la sienne propre. On ne savait pas. On était capable de ne pas réagir quand un gars se fait prendre, quand une femme se fait maltraiter. Elle va se faire expulser, elle ne bouge pas. Ça, c'est les nouvelles données du travail contemporain, c'est-à-dire qu'on apprend tous à être des lâches et à savoir qu'on l'est. Le problème, c'est après, comment se fait-il qu'on soit là, mais enfin, pourquoi les gens ne réagissent-ils pas? Pourquoi ils ne réagissent pas? Un problème de notre réponse, c'est que dans un contexte comme ça, il faut, si vous parlez de l'action, et si on réfléchit aux réquisites de l'action, très compliqué. Voilà, donc je vais vite en besogne. L'action collective n'est pas possible. Vous ne partez pas dans une action collective parce que ça suppose des risques, y compris pour votre emploi, ou des risques plus graves que ça, des risques d'être finalement, je crois, d'être accusé ou d'être traîné devant les tribunaux. Il y a des risques à mener une action. Vous ne le prenez que si vous avez ce risque, vous ne le prenez que si vous avez confiance dans les autres. Et là, on est dans un contexte où la confiance, c'est vrai qu'elle a disparu. Une nouvelle forme d'organisation du travail, avec toutes ces associations de choses que je vous ai dites rapidement, ont ruiné la confiance. Pas seulement la solidarité, mais la confiance. Alors le problème qui est posé, c'est comment peut-on, et est-ce pensable, de rebâtir la confiance quand elle a été ruinée par la trahison, la lâcheté et la collaboration, vous mettez ça avec des guillemets, mais la collaboration a des choses que nous aurions voulu éviter. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance? Parce que du coup, on arrive pas très longtemps parce que je l'aurais passé. C'est un problème horriblement difficile, comme je me suis battu avec ce problème au début de façon idiote, pendant des années en plus, sans du tout réussir à le résoudre. Je pensais qu'il était possible de dire des choses sur la confiance à partir de la psychologie. Je cherchais une analyse clinique de la confiance. Et ça, c'est très pauvre, la littérature sur la confiance en psychologie est extrêmement pauvre. Et j'étais étonné parce que comme les psychiatres,
cliniciens, les psychanalystes aussi, sont d'une certaine manière des spécialistes de la méfiance. Parce que dans beaucoup de pathologies mentales, la méfiance est très importante. Elle est très centrale dans les symptômes. Tous les paranos sont méfiants. Donc on connaît bien cette question de la méfiance, y compris la méfiance pathologique, hein, pas seulement la méfiance ordinaire, normale, et peut être ajustée à l'état du monde. Donc on pouvait penser que la confiance, les psychiatres auraient quelque chose à dire. Or, il n'y a rien là-dessus. Et effectivement, il faut admettre, en gros, la confiance n'est pas un problème de clinicien, c'est d'abord un problème de philosophie morale ou un problème d'éthique. Alors, je vais m'appuyer sur un texte qui est très bien fait d'une philosophe de l'éthique à l'université de Pittsburgh, qui s'appelle Annette Bayer, pour dire quelques mots, comme ça, pour essayer de situer les choses du point de vue de la philosophie morale, avant de voir maintenant comment on peut reprendre ce problème en psychopathologie et comment on peut le reprendre dans cette préoccupation qui est la nôtre, qui est celle de l'action, malgré tout. Dans les ouvrages donc moralistes religieux, puisque c'est toujours là qu'on retourne d'abord, la confiance est considérée comme l'attitude requise à l'égard de Dieu, et Dieu comme l'objet le plus légitime de la confiance, voire l'unique objet de la confiance. Alors, je ne vais pas évidemment traiter de l'approche théologale de la confiance, parce que je ne suis pas capable, puis en plus il y a des philosophes dans la salle, donc je vais me lancer là-dedans, ce serait malvenu. Mais si j'évoque quand même cette dimension, c'est parce qu'elle fait apparaître des conflits d'interprétation qui sont fort importants avec la conception moderne de la confiance, et je pense qu'on ne peut pas passer au travers. Faire confiance à une personne, c'est se placer dans un état de dépendance, qui est donc dans une conception plus moderne. Faire confiance à une personne, c'est se placer dans un état de dépendance, ou prolonger un état de dépendance à l'égard de la compétence et de la bonne volonté de cette personne. C'est accepter d'être vulnérable et admettre que le dépositeur de sa confiance exerce un pouvoir sur soi ou sur quelque chose d'important pour soi. C'est une citation de Bayer. Entre ces deux acceptions, donc religieuse et laïque, et d'une certaine manière, on peut dire même pas seulement laïque, mais prosaïque, de la confiance, il y a un usage quand même, il y a une différence, je dirais radicale dans les usages, une différence radicale d'appréciation sur les rapports entre celui qui donne sa confiance et celui qui en est dépositaire. Dans la conception théologique, celui qui accorde sa confiance est aussi celui qui est du côté du devoir. C'est très important. Je donne ma confiance et donc j'ai un devoir, c'est d'obéir. Dans la conception politique du gouvernement, selon Locke, mais aussi chez Hobbes on retrouve cette idée, c'est à celui qui est investi de la confiance que revient le devoir de s'en montrer digne. Donc, dans les rapports de confiance au travail, qui est finalement l'obligé de l'autre? Celui qui donne sa confiance ou est-ce celui qui accepte cette confiance? Bon, il y a un vrai problème. Cela dit, il se trouve que la confiance, puisque vous l'avez choisi comme thème, comme axe général des discussions d'Athénis cette année, a priori la confiance, c'est plutôt quelque chose d'honorable, de souhaitable, de désirable, de bien. C'est pas si sûr que ça. La confiance n'est pas toujours louée, elle n'est pas prônée par tous les penseurs. Et il y en a qui mettent franchement des réserves sur la confiance. Descartes, par exemple. Il y a des passages, alors c'est des souvenirs d'il y a longtemps, mais quand même, à propos des médecins, du médecin. Il pense qu'il faut se méfier des médecins. Bon, je sens un peu touché. Et donc, il faut se méfier des médecins, et il pense qu'il vaut mieux s'en remettre à soi-même. Et notamment à partir de l'âge de 30 ans, selon Descartes.
Mais il faut s'en remettre plutôt à soi-même, donc à la fois pour être son propre médecin, mais il faut en faire autant en ce qui concerne l'éducateur. Et Montaigne d'ailleurs va dans le même sens aussi. Il faut faire preuve d'une grande méfiance à l'égard des experts en philosophie académique. Et cette défiance à l'égard des professionnels de l'éducation et de la santé, ainsi qu'envers les dirigeants de l'État et de l'Église, s'accompagne, évidemment, c'est ça la contrepartie, d'une confiance en soi proportionnelle. Donc, pas de recours à la confiance dans l'autre, selon ces auteurs critiques de la confiance, mais plutôt un appel à la confiance en soi. Alors, c'est évidemment, forcément, je pense que chacun d'entre nous est amené aujourd'hui dans le contexte à se poser la question. Alors, mais maintenant, quels sont les ressorts de la confiance en soi? Alors, ça se complique. Chez Descartes, la confiance personnelle repose sur la raison. Et l'usage de la raison, il est possible pour chacun d'entre nous. Alors nous, évidemment, l'alternative donc entre confiance dans l'autre et confiance en soi seulement, eh bien nous avons des raisons d'être assez réservés en psychologie sur cette conception, et surtout en psychanalyse. Notamment en raison évidemment d'une théorie qui s'est bâtie évidemment sur l'observation, la clinique, tout ce que vous voudrez, mais enfin sur le fait que ce que beaucoup d'auteurs omettent, que ce soit les philosophes, que ce soit les sociologues et les anthropologues, etc., c'est que c'est ce que Laplanche, le psychanalyste, appelle la situation anthropologique fondamentale. La situation anthropologique fondamentale, c'est le fait que, avant d'être adulte, il faut d'abord avoir été enfant. Et qu'être enfant, c'est entrer dans le monde d'abord sur le mode de la vulnérabilité, de la dépendance à l'égard de l'autre, et évidemment, donc d'une relation inégale, dont on peut décliner ensuite les différentes dimensions, y compris la dimension de la domination. On entre dans le monde en étant dépendant et dominé, et vulnérable. Donc, il faudrait évidemment brancher sur toute cette affaire la théorie nouvelle, qui est fort importante, fort intéressante, qui est la théorie du Caire, même si tout le monde se moque de ça depuis que Martine Aubry a fond foncé là-dedans, mais c'est très important, je pense personnellement, cette conception du Caire, d'autant plus que le Caire en question ne concerne pas que l'enfant. La vulnérabilité et le besoin de l'attention, de la prévenance, des soins de l'autre ne concernent pas que les enfants. Il concerne les handicapés, il concerne les vieux, c'est-à-dire chacun d'entre nous, et à certains moments, chacun d'entre nous dans son boulot, ou quand on est malade. C'est-à-dire que la référence à la situation anthropologique fondamentale veut dire que l'enfant, il est toujours dans l'adulte. Et comme vous avez vu, cet enfant dont je vous ai parlé rapidement, évidemment un peu grossièrement tout à l'heure, un peu à la manière de France Culture, la sublimation, cette vulnérabilité, c'est l'enfant aussi qui a en nous. Donc tout dépend de la théorie du sujet qu'on a. Donc Descartes, lui, et on pourrait dire les cognitivistes aujourd'hui, pensent l'adulte, la raison. Mais nous, évidemment, comme on est clinicien, on ne peut pas adhérer à ça parce que même le plus raisonnable d'entre nous, il est quand même touché par le risque que l'enfant en lui, à un moment donné, se révèle et ait le besoin de l'autre. Dans la perspective donc moderne plus récente, faire confiance, c'est risquer certains aspects de son avenir en pariant sur la loyauté de la personne à laquelle on fait confiance. Si vous avez admis l'enfant dans l'adulte, et le fait que d'un jour ou l'autre, de toute façon, non seulement vous avez eu besoin du care, mais vous en aurez encore besoin plusieurs fois dans votre vie, et que donc il faut faire une place à la dite vulnérabilité, y compris pour les travailleurs, qui sont tous aussi des gens vulnérables, et pas parler de travailleurs qui n'existent pas, c'est des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Alors, il y a bien ce pari sur la loyauté de la personne à laquelle on fait confiance. C'est effectivement dans cette perspective que se situe la problématique de la confiance, je crois, dans le rapport au travail. Car la confiance a un rapport étroit avec l'expérience de sa propre vulnérabilité et du risque que l'on prend en s'engageant dans son travail,
sur ce qu'on prend pour sa propre identité, d'une part, et les attentes que l'on a vis-à-vis de la sublimation et de la reconnaissance loyale de sa propre contribution par les autres, les pairs, pairs IRS, les chefs, les subordonnés, les clients. Donc, si nous refusons de voir dans la relation de confiance un simple calcul rationnel, et donc refusons de considérer la confiance comme un état mental cognitif collatif, comme disent nos collègues cognitivistes, et plutôt la considérer comme un sentiment, comme le font aujourd'hui les spécialistes. La confiance apparaît comme un sentiment inspiré. On inspire la confiance. Voilà. Moi, c'était ça dont j'étais parti. Il y a 20 ans, ça n'a pas marché du tout. Qu'est-ce qui inspire la confiance ? Finalement, ce n'est pas de la psychologie, c'est beaucoup plus de l'éthique. D'après les spécialistes que je lis depuis ces 20 ans, c'est le passage par la figure philosophique de la promesse. La fidélité à la promesse donnée est centrale, car par sa promesse, je cite toujours ma philosophe de référence, la fidélité à la promesse donnée est centrale, car par sa promesse, une personne libre en invite une autre à lui faire volontairement confiance. Mais dans le travail, y a-t-il place pour la promesse ? Est-ce que la promesse joue un rôle essentiel dans le travail ? Bon, c'est possible, mais c'est pas certain du tout. Et de toute façon, ce serait peut-être insuffisant, car, je cite un autre philosophe, Hume, pas encore cité, la promesse est un dispositif qui permet d'élargir un climat de confiance et non de l'instaurer. La deuxième alternative, c'est le contrat. Le contrat, dont Descartes admet qu'il est utile dans le domaine du commerce, et que, je cite, la sanction des vœux peut être nécessaire pour remédier à l'inconstance des âmes faibles. La problématique du contrat, plutôt que celle de la promesse, y compris dans la perspective rousseauiste du contrat, pourrait jouer un rôle fondamental, non seulement dans le commerce, mais dans la relation de travail. Et de fait, existe un courant d'analyse, actuellement, qui interprète les pathologies mentales du travail comme le fait de la trahison ou de la violation du contrat de confiance qui lie l'entreprise à son salarié. Et c'est évidemment loin d'être une analyse fausse. Alors, tout ça ne donne pas, à mon avis, des clés suffisantes, et donc la question c'est, existe-t-il une autre voie d'analyse pour rendre compte de la construction des rapports de confiance au travail ? À mon avis, oui, si on fait le détour, on fait un long détour, donc je ne le ferai pas en entier, mais je vais vous indiquer les points principaux, un détour par l'analyse du rapport au travail précisément, en insistant particulièrement sur la question de la coopération, qui ne peut pas fonctionner, elle non plus, sans relation de confiance. Il n'y a pas de coopération sans confiance. Voilà. Ça demande une discussion et une argumentation, mais là, par contre, c'est assez rodé, on sait faire cette démonstration. Or, la coopération apporte un point de vue complètement original, à l'origine de la construction des relations de confiance, assez différent de ce petit tour que nous avons fait chez un certain nombre, en tout cas, de penseurs clés de cette question. La confiance, ici, est fondée, pour nous, c'est la clinique du travail, évidemment, donc c'est très particulier, elle est fondée sur la référence à la règle, ou plus exactement au respect des règles. Quelles règles ? Les règles en question, ce sont des règles de travail, justement. Il faut alors déplacer la loupe sur l'analyse de ces règles et, très précisément, sur la construction de ces règles. Avec l'idée que c'est probablement dans la construction des règles que réside le pouvoir de reconstituer la confiance dans les rapports de travail et peut-être aussi donc les réquisites du même coup de l'action. Alors, de la même façon, tout à l'heure, on distinguait entre tâches et activités au niveau individuel, c'est-à-dire entre ce qui est prescrit et ce qu'il faut faire. On distingue entre l'organisation du travail prescrite, c'est-à-dire les procédures, les ordres, la division des tâches, etc. Ce sont des ordres, ce qu'on appelle la coordination. Alors, on peut montrer de la même façon que les gens ne font jamais ce qui est exactement prescrit, donc ils n'obéissent pas uniquement, ils obéissent, mais ils font aussi autre chose qu'obéir, ils subvertissent, ce qui est très intéressant. C'est que la subversion est au cœur de l'intelligence au travail, au niveau individuel comme au niveau collectif. C'est très important sur le plan philosophique. Mais enfin, la subversion, elle est au cœur même de l'intelligence au travail. Donc, ce que font les gens, ça ne s'appelle plus la coordination, ça s'appelle la coopération, qui, elle, repose sur des règles.
Et donc tout le problème se déplace, c'est que les gens ne respectent pas exactement les prescriptions, les procédures, les ordres, et opposent à l'organisation prescrite quelque chose qui est inventé par eux et qui s'appelle les règles de travail. Alors, tout le problème, c'est comment les gens font pour organiser, pour inventer ces règles de travail. Donc c'est important de comprendre que la coopération, c'est le fruit d'une lutte contre la coordination. C'est important, il n'y a pas seulement une situation, il y a une lutte contre. Sauf que la lutte, elle n'est pas une lutte pour détruire, pour balayer la coordination. Elle est faite pour, évidemment, l'ajuster, la rendre opérationnelle. Ce qui est toute autre chose. C'est déjà très compliqué. Alors, je n'ai pas évidemment le temps de vous donner tous les schémas intermédiaires de cette activité de construction de règles, mais elle s'analyse dans le détail avec toute une série de schémas intermédiaires qu'on est capable aujourd'hui d'identifier. Le moment le plus important pour notre discussion aujourd'hui sur la confiance, c'est l'espace de délibération. Voilà. À savoir que la construction de ces règles repose sur le fait que les gens soient capables d'abord de rendre visible et intelligible aux autres la manière qu'on a de travailler. Bon, je vais d'abord expliquer ce qu'on fait, s'appuyer sur ce qu'on fait, voilà ce que je fais. Extrêmement compliqué. C'est pas simplement une révélation d'un petit secret, c'est très difficile. Quand vous voulez commencer à expliquer comment vous travaillez, on se rend compte que c'est très difficile pour une raison précise. Que là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est souvent parce que l'intelligence en question est en avance sur la capacité que nous avons de la symboliser et de la transmettre. Nous mettons en œuvre des habiletés que nous ne savons même pas expliquer. Voilà. C'est vrai dans tous les métiers, pas seulement de la mécanique, c'est vrai aussi dans les métiers relationnels, bien entendu, dans toutes les activités de service. Alors, il faut déjà rendre visible, pour un certain nombre de raisons, que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, le vrai du travail, l'essentiel du travail ne se voit pas. C'est pour ça qu'il n'est pas mesurable, il n'appartient pas au monde visible, puisque c'est la subjectivité. C'est le rêve, c'est l'insomnie, c'est l'endurance, c'est l'obstination, c'est la colère, la souffrance, le plaisir, de tels machins qui sont tous subjectifs, donc ne se voient pas, donc ne se mesurent pas. Donc on ne peut pas mesurer le travail, pour cette raison. Donc ça ne se voit pas, donc le problème de cet espace de délibération, c'est un espace de délibération dans lequel les gens sont invités en quelque sorte à rendre visible ce qui ne l'est pas, et qui souvent ne l'est même pas à eux-mêmes, en tout cas pas intégralement. Donc c'est compliqué ce passage, et donc si on ne peut pas avoir accès directement par la visibilité à la mesure du travail, en revanche on peut y avoir accès indirectement, mais il faut passer par la parole des gens. Donc il faut que les gens parlent. Donc cet espace de délibération, c'est un espace dans lequel les gens disent comment ils font, le mieux possible, le plus honnêtement possible, ce qui n'est déjà pas très facile. Évidemment, en disant ce qu'ils font, ils rendent visible, mais du coup ils montrent ce qu'ils savent faire et ils montrent ce qu'ils ne savent pas faire. Ils montrent aussi leurs insuffisances et leurs maladresses. Alors c'est assez risqué de dire ce qu'on fait. Donc l'espace de discussion en question, il est occupé si les gens prennent ce risque. Et ils ne prendront ce risque que s'ils ont confiance dans les autres. Alors, comme ce n'est pas donné au départ, cette histoire de la confiance, il faut faire un pari. Il y a un pari à faire un minimum, mais c'est vrai que ça se met très vite à l'épreuve. Donc on peut y aller doucement, commencer à parler, et puis on voit comment ça réagit l'autre. Si l'autre, la meilleure façon qu'on a de voir si on peut faire confiance, c'est que l'autre se mouille à son tour pour dire lui aussi comment il travaille. Donc à partir de là, on se rend compte que les arguments, les gens, non seulement expliquent comment ils font, mais quand vous prenez ce risque d'expliquer et de montrer, alors vous êtes obligé de le justifier. C'est une des grandes difficultés de cet espace de discussion et de l'entrée dans la discussion, de cet espace de délibération. Montrer ce que vous faites et se traduit immédiatement par une obligation de justification. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut se justifier. Et pour se justifier, on utilise des arguments qui ont cette caractéristique de ne pas être uniquement fondés sur la technique, relativement aux critères de validation que constitue l'efficacité du travail, et qu'en réalité, pour défendre une manière de travailler, j'utilise aussi des arguments qui sont mitigés d'autres choses. Par exemple, si je suis un homme ou une femme, je n'ai pas les mêmes raisons de préférer telle manière de travailler que l'autre, qu'il s'agisse d'une activité de service, d'une activité industrielle, d'une activité... Bon.
Partout, l'agriculture, pareil. On a fait aussi. On ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes raisons de travailler de toute façon. Voilà. Parce qu'on a aussi d'autres contraintes, etc. Vous pouvez imaginer. Mais ça peut être à cause de l'âge, ça peut être à cause de vos antécédents médicaux, ça peut être à cause de vos références politiques, idéologiques, etc. Donc les arguments qu'il s'agit d'échanger sont des arguments mitigés, et ça s'appelle des opinions. Voilà. Dans la théorie, ça s'appelle des opinions. Donc l'espace de délibération en question, c'est un espace où les gens disent, formulent leurs opinions. Voilà. Quand ce travail marche bien, on arrive à des consensus éventuellement, je m'arrête tout de suite, je suis trop loin. Toute cette activité permet, après l'échange des discussions, il y a des formes de discussion rationnelles qui peuvent aboutir à des consensus. Quand le consensus ne marche pas, il faut passer par un arbitrage, mais enfin il y a quand même la discussion qui est très importante, et la confrontation des points de vue, la confrontation des opinions. C'est à partir de cette discussion que se bâtissent les accords entre les gens sur la manière de travailler, ce qui est bien et pas bien, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas, ce qui est efficace, ce qui n'est pas, enfin, tout un tas d'arguments moraux, idéologiques. Et à la fin, quand vous avez plusieurs accords normatifs qui sont liés entre eux, ça donne une règle de travail. Et la confiance, fondamentalement, elle se bâtit sur la capacité que nous avons de montrer qu'on connaît les règles, 2, qu'on les respecte, 3, qu'on est capable de tricher avec les règles, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est tout un ensemble de choses que je n'ai pas le temps de détailler, mais vous pouvez deviner, parce que la règle, ce n'est pas simplement une application. La règle, elle est évolutive, donc il faut apporter sa contribution à l'évolution de la règle. Tout ça, ça s'appelle l'activité déontique, activité de production de règles. C'est là que se niche dans l'analyse, quand on passe par le travail, l'origine, le fondement de la confiance entre les gens. Voilà. Dans ce cas-là, on pourrait dire que si on retourne au réel du travail, pour pouvoir, en quelque sorte, donner son opinion, on peut rebâtir des relations de confiance entre les gens, non pas fonder des relations de confiance sur l'inspiration, inspirer la confiance, ni sur le contrat, mais sur l'activité déontique en tant qu'elle est ce grâce à quoi nous pouvons travailler ensemble. Sinon, il n'y a pas d'équipe de travail, il n'y a pas de collectif de travail, il n'y a pas de métier non plus. Et donc ainsi conjurer, d'une certaine façon, la peur d'abord, et dans quelques schémas supplémentaires pour vous montrer qu'à partir de là, nous ne sommes plus seuls, parce que à ce moment-là, coopérer, c'est aussi discuter, c'est se parler, c'est donc forcément en même temps, puisque je pourrais, si on étendait les choses, montrer que toute règle de travail est à la fois une règle qui vise une efficacité dans le monde technique et qui vise aussi le maintien, le renouvellement du monde social du travail, une certaine forme de savoir-vivre, de convivialité, de vivre ensemble. Il n'y a pas de coopération sans vivre ensemble. Donc, en même temps, c'est pour ça que la confiance est quand même un chaînon en amont, si vous voulez, sans lequel on ne peut pas reconstituer les réquisites de la santé mentale au travail. Et donc, au passage, notre santé mentale ne dépend pas que de nous et de notre talent, elle dépend des autres. C'est ça qu'on apprend en tout cas avec la clinique du travail. Si on avait le temps, je serais obligé aujourd'hui maintenant d'ajouter un dernier chapitre, c'est la question du mensonge ou de la tromperie dans le travail. Voilà. La tromperie en tant qu'elle est prescrite par l'organisation du travail, notamment dans les activités de service, mais pas seulement. Voilà. On a commencé une enquête assez importante avec des chercheurs de plusieurs pays sur la tromperie prescrite, c'est-à-dire quand on vous prescrit de mentir aux clients, ce qui a des effets en retour évidemment sur les gens qui travaillent, tels que la confiance entre les gens, elle fout le camp. Alors France Télécom est un bel exemple de ça, mais c'est pas le seul, hein. C'est là que c'est le plus connu. C'est ravageur, évidemment. Mentir, tromper les clients sur prescription n'améliore pas la confiance qu'on a les uns dans les autres. Voilà.